rendre nos analyses en tant qu'humanitaires reproductibles et comment, du coup, adopter les bonnes approches de sciences de données, donc data science en anglais. Je m'excusais d'avance si j'emploie parfois des mots en anglais ou quelques anglicismes. Je vais essayer au maximum de le faire en français. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de voir comment, je pense qu'elle existe déjà. Je ne veux pas parler d'émergence de sciences de données humanitaires. L'humanitaire est une discipline qui est de plus en plus analytique et vous le verrez dans cette présentation. Donc, on va peut-être commencer par parler des crises humanitaires parce qu'il n'y a pas d'humanitaire sans crise, malheureusement. Et là, par exemple, vous avez une vue qu'on peut dire belle, mais aussi triste parce que c'est les déplacés internes dans un pays qui souffre depuis plus de 20 ans de crise à répétition. C'est la République centrafricaine qui se retrouve en plein centre du continent, en Afrique centrale. Et c'est un pays qui est très emblématique justement de ces crises proactives qui durent depuis des décennies. Et je choisis ce pays peut-être un exemple pour montrer un peu comment on passe d'une crise, c'est-à-dire des images fortes, à des chiffres et du coup, peut-être comment du coup aller vers justement cette transition du coup et comment ces chiffres peuvent permettre justement d'améliorer la situation de ces populations euh, qui subissent vraiment beaucoup, qui ont plein de problèmes. Donc, en quelques chiffres, pour que vous ayez peut-être une idée de la crise, un peu plus de 15% de la population actuellement déplacée, c'est énorme. C'est sur une population d'à peu près 4,5-4,7 millions d'habitants. Donc, on a à peu près plus de 680 000 déplacés internes. Je ne compte pas les réfugiés demandeurs d'asile qui sont dans d'autres pays. La situation est très, très difficile. Et du coup, ça a un impact sur plein de choses. Donc, par exemple, la sécurité alimentaire, plus de la moitié de la population. Donc, actuellement, la sécurité alimentaire, c'est qui est énorme. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a plein d'organisations humanitaires, pas que les Nations Unies, donc des ONG, par exemple, qui sont sur le terrain pour aider ces populations. Mais ce qui rend la situation assez difficile en République centrafricaine, c'est que du coup, il y a des attaques, il y a une guerre civile et il y a beaucoup de groupes armés. Et c'est un des pays où les humanitaires sont le plus visés. Donc, par an, par exemple, en 2020, on a eu plus de 300 attaques qui visent les acteurs humanitaires. Donc, ça rend beaucoup plus difficile l'aide. Et du coup, les premiers à en pâtir sont les populations qui, euh, qui auraient pu bénéficier d'une certaine aide. Donc, en fait, rapidement, on peut se dire, voilà, comment je sais ça? C'est peut-être plus facile de dire, OK, ça, il travaille pour l'organisation humanitaire et c'est ça, c'est vrai. Mais même quand on bosse pour l'organisation humanitaire, on n'est pas censé en général savoir avec précision un peu tous ces chiffres. C'est vrai que ça peut faire cliché, mais bon, j'ai passé beaucoup d'années dans beaucoup de pays en Afrique. J'ai fait 11 ans en Afrique centrale, pas loin de l'Afrique centrafricaine. Maintenant, je suis en Afrique de l'Ouest depuis aussi à peu près le même nombre d'années. J'ai fait un peu l'Afrique du Nord aussi, donc je connais bien le continent. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu pour diverses raisons, mais donner un coup de main, aider. Et les seules compétences que j'ai sont peut-être un peu en mathématiques, en stats et en R. Donc la question, c'est comment aider les populations quand on a ce type de compétences. Et en fait, et pour croiser aussi comment est-ce qu'on a avec autant de précision tous ces chiffres. Bon, en fait, c'est vraiment à travers les produits. Soit on passe du côté, donc on va passer du côté créateur de ces produits de données. Après, produits de données, je ne suis pas sûr que c'est un terme qui se dit en français, donc c'est vraiment une traduction. J'espère que quelqu'un pourra me dire le bon terme adapté, mais bon, voilà, ça peut être une dashboard, ça peut être un rapport, ça peut être, voilà, donc vous avez un peu l'idée. C'est vraiment en lisant ce type de document qu'on a une bonne idée de, voilà, il y a eu 312 attaques en 2020, c'est vraiment suite à une analyse qui a été faite sur le terrain. Donc, pour la sécurité alimentaire, pareil, il a été placé aussi. Donc, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de produits, c'est très analytique. Là, je vous donne juste un petit exemple de produit qui est fait par l'organisation, donc c'est l'UN, c'est l'UNOCHA, donc c'est l'organisation pour la coordination humanitaire. Donc, c'est toujours les Nations Unies. Et c'est une des organisations aussi les plus analytiques, c'est-à-dire qu'ils brassent pas mal de données qu'ils essaient de transformer en produits beaucoup plus ingestibles pour des gens qui vont prendre des décisions. Et une grosse partie des décisions, ce sont les fonds. Comment les fonds vont être alloués, on a besoin de combien d'argent. Donc, et du coup, il faut quand même savoir déjà quel est le nombre de personnes en besoin. Donc ça, c'est une des statistiques les plus utilisées. Ici, on voit que sur une population d'à peu près 4,5 millions, on a plus de la moitié, donc 2,6 millions de personnes dans le besoin, comme vous pouvez voir là. Et ça, c'est les personnes ciblées. Donc en général, on arrive très rarement à cibler toutes les personnes dans le besoin.
parce qu'il y a les contraintes financières, humaines, et donc, ce qui est assez compréhensible. Et ça, c'est le nombre de personnes atteintes. Donc ça, c'est une statistique très forte qui montre déjà un peu l'action. Après, on précise les zones géographiques les plus touchées, des statistiques fortes sur, par exemple, ici, les déplacements, donc le nombre de personnes déplacées en série temporelle. Donc, regardez un peu la dynamique. Voilà. Donc, c'est un secteur aussi, comme je disais, c'est analytique, vous avez des rapports comme ça, vous avez des dashboards de plus en plus. Et vous avez aussi beaucoup de cartographie parce que c'est assez spatialisé. Donc, il faut savoir quelles sont les zones où il y a plus d'aide, où il y a moins d'aide, quelles sont les zones les plus attaquées ou pas. Si c'est dans un pays où il y a une crise et, par exemple, il y a beaucoup d'insécurité, par exemple des groupes armés. Donc, il y a beaucoup de cartographes qui travaillent pour les organisations humanitaires, donc, que ce soit les ONG ou les Nations Unies. Donc, à force de lire ces rapports, effectivement, on a vraiment les chiffres clés dont on a besoin pour comprendre la situation avant d'aller sur le terrain. Parce que, je ne sais pas si ça sonne de mon côté. Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux juste arrêter ça. Désolé. Donc, je disais effectivement que c'est un secteur où on utilise de plus en plus de produits analytiques, donc des cartes et des rapports. Et en fait, ceux qui produisent ces produits, qui développent ces produits, ce sont des équipes d'analyse. Donc, parfois, on entend le terme gestionnaire d'information, qui est très prédominant dans le secteur humanitaire. Ce sont des équipes d'analyse, donc qui font de l'analyse de données, qui font de la cartographie. Analyse de données peut être réducteur dans ce sens. C'est plus vraiment de la gestion d'information humanitaire. Et en fait, ce sont des équipes multitâches. Je vais vous donner juste un exemple d'équipe, mais ça peut être vraiment beaucoup plus varié que ça, avec beaucoup plus de rôles. Selon les opérations, selon les pays, euh, les possibilités ne sont pas les mêmes. Donc là, le rôle qu'on retrouve le plus souvent, c'est celui d'analyste. Donc, ça peut prendre plusieurs noms. Si on peut parler de gestionnaire d'information, on parle souvent de data analyst, on parle souvent de même data manager. Donc, mais par contre, le rôle de la personne ne change pas souvent. C'est la personne qui va souvent analyser les données tabulaires, donc faire des tables, faire des visualisations, récupérer les données brutes. Et l'outil qui est prédominant et qui, de manière en tout cas traditionnelle, c'est vraiment Excel. Et Power BI, je peux rajouter Tableau, qui sont les outils vraiment qui permettent de faire des dashboards, qui permettent de faire du reporting. Il y a eu un shift ces dernières années. On a quitté des rapports en PDF, plus maintenant vers des rapports dynamiques, surtout à travers Power BI et, euh, et Tableau. Donc, voilà qui sont les deux outils. On a montré les cartes tout à l'heure et effectivement, en général, il y a un cartographe. Et enfin, ce sont des rôles qui peuvent souvent être la même personne qui fait ça, fait aussi le deuxième. Donc, j'essaie de séparer. Donc, l'analyste, on va l'appeler OMU et notre spécialiste de SIG, donc de système d'information géographique, on va l'appeler Ali. Et Ali, il fait les cartes et il analyse en général les données spatiales. Donc, les outils prédominants, c'est souvent ArcGIS de manière traditionnelle, mais de plus en plus, on voit une montée du libre avec QGIS, qui est une bonne chose. Et on a un rôle aussi qui est très intéressant, c'est le designer. Donc, il y a une personne en général qui est très fort en infographie, qui sait faire des documents, qui est en tout cas en certains, je vais utiliser un mot anglais, je suis désolé, un branding. Je ne sais pas si on peut parler de marque pour une organisation, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire le choix des couleurs, le choix de la police. Chaque organisation a un logo, chaque ONG a un logo. Souvent, il y a un travail qui est fait quand même sur la marque. Et du coup, c'est cette personne souvent qui s'assure que les cartes, les tableaux, les visualisations respectent en tout cas cette norme. Et c'est une personne qui est capable de combiner justement tous ces produits qui viennent des autres. On va le montrer. Donc, les outils principaux, c'est vraiment la suite Adobe professionnelle. Donc, il y a Illustrator, il y a InDesign et des outils de ce type. Voilà. Donc, on a ces trois principaux rôles. Et encore une fois, ça peut être beaucoup plus large. Pas une séparation ici, avoir des statisticiens, par exemple, comme moi, je suis. Par exemple, au niveau du design, on peut faire aussi une séparation sur une personne qui est très axée documents et une personne qui est axée infographie. Donc, voilà. Mais ça, c'est souvent les rôles qu'on retrouve. Donc, en général, l'idée, c'est d'aller de la donnée brute. L'analyste va récupérer les données et va commencer à les analyser avec Excel et faire avec Power BI et générer des tableaux et des graphiques. Et en parallèle ou juste après, pareil, le spécialiste de SIG il récupère aussi ces données géographiques qui viennent du terrain ou d'autres sources de données secondaires. Il va faire des cartes en général.
mais il peut faire d'autres types d'analyses par le designer qui va les combiner dans un document final. Donc, ensuite, il y a une boucle de révision, ça ne correspond pas, il faut changer, on reçoit de nouvelles données. Donc, c'est vraiment une boucle. Et à la fin, on a un autre document. Donc, c'est un peu ça le flow très simplifié de comment on travaille en tant qu'équipe sur les données humanitaires. Donc, du coup, on peut quand même se poser la question avec ce workflow. Il ne faut pas oublier que parfois, en crise, on va très rapidement sur le terrain. On peut se retrouver dans des situations, par exemple, quand il y a un cyclone, on se retrouve dans un petit hangar avec une petite connexion Internet et les équipes ne sont pas très formées. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal quand on a une situation un peu stable. Mais il y a des choses, parfois, qui peuvent ne pas marcher, même avec ce type de scénario. Donc, un point important, c'est qu'on ne travaille jamais en silo, on travaille souvent avec d'autres organisations et avec le gouvernement, avec d'autres ONG, avec d'autres organisations UN. Et parfois, sur certaines analyses, ben, ils ont leur mot à dire. Donc, les documents doivent être révisés. Et on peut apprendre, par exemple, que les données qu'on utilise, elles ne sont pas forcément les données à jour, les données officielles, il va falloir les réviser. Et on tombe du coup sur le problème quand même de, on doit retourner aux données brutes. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes données? Parce que j'ai fait du coup plein de clics avec Excel sur mes données. Il va falloir tracer ce qui a été fait et pour pouvoir faire une bonne révision. Et même quand on fait une révision, on ne peut pas tracer les révisions. C'est bien facile sur un document Word en mettant révision. Mais je pense que quand on utilise Excel, Power BI ou d'autres outils, et je ne suis pas en train de critiquer forcément ces outils, c'est leur nature, c'est difficile quand même d'avoir cette traçabilité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le secteur humanitaire où quand même, je pense que c'est très important aussi que les outils qu'on utilise collent avec les valeurs qui sont quand même des valeurs un peu parfois c'est de transparence. Et là, c'est un peu difficile parce que quand on donne des chiffres, c'est important de savoir de tracer derrière chaque chiffre quelle a été la méthodologie utilisée, quelles ont été les transformations appliquées sur les données brutes, au-delà des révisions qui peuvent être faites sur les documents. Donc, on peut se poser la question, du coup, quand on fait ce diagnostic, on a des super rapports, on a des équipes professionnelles qui bossent dessus avec des outils qui sont ce qu'ils sont et qui ont fait le travail pendant des années. Mais de la même façon que le secteur académique a quand même fait ce shift et a commencé à penser à comment rendre leurs analyses beaucoup plus transparentes, les humanitaires ont aussi ce devoir, derrière chaque chiffre, d'être capable de dire voilà comment on a calculé ce chiffre. Et je ne dis pas que les gens ne sont pas capables de le faire, je dis juste que parfois les outils peuvent quand même dicter certaines choses. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que ces trois outils? Et encore une fois, ce n'est pas une critique envers ces outils. Donc, c'est une conférence R, c'est sûr, sans suspense. Je dirais oui, avec R. Peut-être pas que R n'est pas que le seul outil pour le faire, mais R a un écosystème tellement riche que ça facilite vraiment ces choses. Donc, notre analyste, Oumu, qui faisait du Excel et du Power BI, on va l'amener petit à petit à faire du R et surtout à toucher à certains packages du Tidyverse, donc particulièrement dplyr, tidyr, FlexTable, qui est un super package, ou GT. Bon, parfois, je vais le dire en français, parfois en anglais, donc vous allez m'excuser. Et il y a des super packages pour vraiment faire de la tabulation, analyser ces données, sans rentrer vraiment dans la thématique des analyses statistiques. Donc, vraiment, il y a plein de choses qui sont faisables. Notre cartographe, il a la chance que dans la communauté R, la cartographie, c'est vraiment des points forts. Et il y a eu un gros boom, je veux dire, sur ces dernières années. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des packages comme SP et HGDAL qui sont toujours utilisés, qui ont fait un gros travail. Mais il faut avouer qu'avec SF, surtout SF, il y a vraiment eu une grosse amélioration au niveau de l'écosystème et une facilité, surtout pour les gens qui sont familiers du Tidyverse. Donc, du coup, ça fait quand même que notre SIG, Ali et notre analyste pourront se parler assez facilement parce qu'ils parlent le même langage, ils vont utiliser à peu près les mêmes scripts, sachant qu'elle sera capable aussi d'utiliser ces scripts et lui utiliser. Donc, il y a quand même ces avantages aussi de pouvoir partager le travail. Et finalement, ce qu'on va demander au designer, c'est pas d'abandonner ses outils forcément, mais c'est d'apprendre à utiliser un peu un Markdown. Et même s'il ne va pas faire un Markdown directement, il sera capable de nous générer du CSS, il sera capable de nous gérer vraiment tout ce dont on a besoin pour avoir des documents R Markdown vraiment qui sont en harmonie avec la marque. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'ai joint le HCR. On a un designer dans l'équipe qui a vraiment cette capacité, qui est très fort dans ses outils Illustrator, mais qui a vraiment cette capacité à faire du CSS assez rapidement, à comprendre les markdowns et à développer les templates. Parce que du coup, le gros travail qu'on lui demande, c'est fais-nous des templates qui permettent justement d'être justement en harmonie avec la marque. Donc, finalement, on passe de l'analyse de données en silo avec chacun des outils, beaucoup de copier-coller qui peut
engendrer des erreurs à un flow où tout va être centré autour d'un document en Markdown, finalement, où chacun va mettre un peu la main sur le document et grâce au designer, on aura un template. Donc ça, c'est le flow qu'on a de manière traditionnelle, donc avec tous les différents outils pour créer le document, c'est-à-dire Excel, ArcGIS et les outils Illustrator. Et ça, c'est un peu l'approche sur laquelle on veut aller, sachant que vraiment tout ça, ça va tourner dans un document Markdown au final. Donc là, c'est toujours très abstrait. Donc, je vais vous montrer un petit exemple qui est vraiment pas réaliste et peut-être vous montrer un exemple qui correspond un peu plus à la réalité. Donc, pour l'analyste qui veut travailler sur la République centrafricaine, il y a plein de plateformes de données humanitaires de plus en plus. Il y en a une qui s'appelle HDX. HDX, c'est Humanitarian Data Exchange. C'est une plateforme qui est maintenue par OCHA, qui est l'Organisation humanitaire pour la coordination humanitaire, qui centralise pas mal de données qui sont utiles. Donc là, par exemple, Oumou veut travailler sur les déplacements, qui est une grosse problématique en République centrafricaine. Donc, HDX, pour ceux qui font un peu de l'open data, ça utilise CCAD et il y a des super paquets pour faire CCAD. Donc, on a juste fait un wrapper autour de CCAD pour s'adapter un peu aux particularités de cette plateforme. Donc, c'est simple, on fait un search dataset, on cherche nos données, on récupère la première donnée et chaque dataset a des ressources qui sont les fichiers qu'on télécharge et ensuite je récupère les ressources et on les lit. Donc, et la beauté du Tidyverse, c'est vraiment l'opérateur pipe qui permet de créer un flow. Et du coup, ce qu'elle aurait fait, par exemple, en allant sur la plateforme et en téléchargeant le fichier et en le mettant dans un dossier, ben, elle le fait sur un script qu'elle peut réutiliser à n'importe quel moment. Donc, ce script, même demain, à moins que la plateforme change, ben, il te retournera toujours la série temporelle du nombre de déplacés. Donc, ça, c'est bien, on a notre tableau, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut enchaîner et faire un graphique, parce que le travail de nous, c'est de faire des graphiques et des tables. Donc là, tout de suite, en 2-3 lignes de code, on passe une problématique en disant je veux le nombre de personnes déplacées. On peut voir le texte qui est là. Et là, on a un graphique qui apparaît. Donc, on voit ici qu'on a un gros pic de déplacement entre 2012 et 2015. C'était en 2013 où c'était énorme. Et ça, c'est des déplacements liés au conflit. Donc, c'est pour dire. Et vous voyez que jusque-là, on n'a jamais atteint les niveaux d'avant, quoi. Donc, vers 2010 ou un peu avant. Donc, travailler un peu de cette façon, ça facilite pas mal de choses. Donc, ça, c'est le graphique qu'elle peut faire, qu'elle va peut-être envoyer au designer. Elle fait des tables, donc elle peut aussi regarder quelle est la situation un peu du financement de l'aide humanitaire dans le pays. Parce que ça, j'en parlais au début au niveau des produits. Une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est aussi quand même de pousser les donneurs à envoyer plus d'argent parce qu'il y a un gros besoin qui est rarement couvert. Et de la même façon, sur la même plateforme, on retrouve des informations sur le financement. Et du coup, en utilisant la même logique et le Tidyverse, on peut créer une table. Donc, j'ai utilisé FlexTab parce que j'aime bien, c'est assez rapide. Ça donne un résultat assez correct sans faire trop de modifications. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour elle. Notre officier JS, donc celui qui fait de la cartographie, Ali, bah, c'est pareil. On peut aller sur cette plateforme, mais il y en a plusieurs, des plateformes humanitaires. J'utilise celle-là parce que c'est simple. Par exemple, au HCR, en interne, on en a au moins, on en a pas mal, je ne les ai pas comptés, mais il y a plusieurs, mais ils sont internes par contre, où on partage des informations. Et de la même façon, on peut récupérer des fonds de cartes. Il faut savoir que les fonds de cartes, c'est vraiment une des données les plus partagées sur cette plateforme parce que ce sont des fonds de cartes qui sont validés par le gouvernement et qui sont utilisés par la communauté humanitaire. Le rôle d'OCHA en tant qu'organisation de coordination humanitaire, c'est aussi de s'assurer que on utilise ensemble les mêmes jeux de données pour faire des analyses. Il ne faut pas que deux ONG viennent et chacun utilise une version d'un jeu de données différent. Ça peut créer un peu de cacophonie. Donc, il y a aussi cette coordination au niveau des données. Donc là, par exemple, c'est la couche officielle qui est utilisée pour la Centrafrique. Donc ça, c'est au niveau admin 1, je pense, ou admin 2. Et un autre truc qu'on peut faire, parce que du coup, la question, c'est de savoir, pour le produit hypothétique sur lequel on travaille, c'était de voir un peu quel est le lien entre les déplacements et les conflits. Donc, Oumoué nous a fait une analyse de conflits. Ali nous regarde un peu la carte et on veut voir les zones où il y a le plus de conflits. Donc, il y a une base de données qui s'appelle ACLED. Et donc là, du coup, c'est un autre package qui s'appelle R-ACLED qui permet de lire ces données. Et l'ARTI, encore une fois, c'est une autre plateforme. Mais là, par contre, c'est vrai que les humanitaires l'utilisent, mais ce n'est pas que pour les humanitaires. C'est une plateforme vraiment, ils font beaucoup de revues de données secondaires. C'est vraiment un outil, je pense, qui est développé par des chercheurs et qui est de très bonne qualité et qui permet d'avoir
les statistiques de conflit avec les coordonnées géographiques, donc les différents incidents. Donc, du coup, en combinant ces données plus la couche, on peut avoir une carte comme ça qui donne les zones sur lesquelles on a le plus. Donc, on voit que ce sont ces deux zones qui apparaissent ici, où, en tout cas, pour 2020, on a eu le plus de conflits. Ouais, donc en fait, le but, c'est pas vraiment de comprendre chaque ligne de code que je fais, c'est de montrer un peu comment est-ce qu'on peut développer. Parce qu'au final, pour un humanitaire, le but, c'est vraiment d'aller vite et de faire un travail plutôt correct, surtout quand on est en urgence. Et là, on peut remplacer ces outils que j'ai présentés plus tôt par R qui développe vraiment, qui donne des outils de très bon rendu. Donc voilà, on peut combiner, c'est pas très joli, mais bon, on va dire que c'est un pseudo-produit humanitaire. Dans la vraie vie, c'est largement plus joli. Je pense qu'avec ça, je ne vais pas faire beaucoup de fundraising, mais bon. Voilà. Donc, par contre, ça, tu envoies ça au designer, il ne va pas être très content. Donc, il va dire non, non, c'est pas acceptable. Du coup, on lui balance nos cartes et l'idée de produit qu'on a. Et du coup, avec un peu de magie, de CSS, disons que la couleur de notre organisation, ça tourne un peu vers le violet, le produit passe dessus, ben, il va changer un peu les choses. Bon, c'est pas extraordinaire, mais quand même, les changements entre là et là, je pense que c'est déjà pas mal, c'est beaucoup plus professionnel. Et ça, c'est juste un petit exemple que j'ai fait tenir dans les slides, mais en réalité, les produits sont vraiment beaucoup plus complexes. Et aujourd'hui, franchement, j'ai la chance d'être dans une organisation où il y a vraiment un investissement quand même au niveau des collègues. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent dessus, je vais en parler. On essaie vraiment de développer des templates de plus en plus qui collent vraiment de plus en plus avec ceux qui étaient déjà utilisés, par exemple avec Adobe ou avec Power BI ou Tableau. Donc, je vais peut-être montrer rapidement quelques exemples de rapports et peut-être juste celui-là que je trouve pas mal. Donc, c'est un rapport sur les personnes âgées en situation de déplacement ou pas et qui était quand même un truc qui était parfois, on ne met pas beaucoup l'accent sur ces personnes. Et en fait, c'est important aussi, parfois, c'est de toucher dessus. Ça a été fait par un collègue, donc son équipe, c'est un collègue statisticien aussi, senior, il s'appelle Édouard Le Goupil. Je pense que si aujourd'hui je parle de reproductibilité, c'est quand même un peu grâce à lui. Ça fait très longtemps qu'il en parle. Avant qu'on soit collègues, on travaillait dans des agences différentes, il a beaucoup poussé. Et son équipe développe des rapports qui sont vraiment pas mal. Donc, je vais peut-être montrer rapidement. Donc, ça, c'est un rapport qui utilise le package Distill et qui a été un peu modifié pour avoir un effet parallaxe. Et en fait, si vous voyez le résultat, ça ressemble beaucoup au rapport qu'on produit avec d'autres outils de manière professionnelle. Personne ne peut dire que c'est du Air Markdown derrière. Donc, je pense qu'en réalité, on montre souvent ça et on va peut-être cacher le rapport. Donc, je vais peut-être vous montrer rapidement le code. Euh, voilà. Hop, hop, hop. Montrer rapidement le code et augmenter la police. OK. Ça va. Et en fait, bon, pour ceux qui sont familiers d'Air Markdown, vraiment tout est fait sur Air Markdown et ils ont fait un super travail. Et après, l'idée, c'est souvent de mettre tout ça sur package pour que ce soit réutilisable. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Je peux peut-être en faire 10 000. Il y en a qui utilisent des données confidentielles, donc c'est un peu difficile de partager. Là, c'est quelque chose d'assez général, donc je l'ai mis. Mais parfois, c'est vraiment des rapports analytiques avec beaucoup d'analyses, parfois statistiques assez poussées. Et donc, voilà. Donc, du coup, il y a de plus en plus de ce type. On est très friand de page down qu'on utilise beaucoup, qu'on essaie d'adapter et plein d'autres outils. Donc, et en fait, quand j'ai vu le programme de la conférence, j'aurais tellement eu envie d'être sur place parce que on a été tellement inspiré par plein d'exemples de personnes qui sont dans la salle. Par exemple, tout le travail qui a été fait par l'équipe Trael et tout sur les rapports reproductibles, l'approche propre ou les packages groove down et tout. C'est vraiment les exemples vers lesquels nous, on veut partir parce que je pense que c'est très, très bien fait. C'est très bien documenté et on peut s'adapter. En fait, beaucoup de choses qu'on développe, c'est vraiment des outils sur lesquels, on ne va pas dire un système D parce qu'on développe des packages pour résoudre des problèmes qu'on a. Mais c'est sûr que pour nous, une des étapes, c'est vraiment d'arriver à une certaine institutionnalisation de ces packages d'une manière ou d'une autre. Entre collègues, entre users, c'est des discussions qu'on a beaucoup. Et voilà. Donc, ça, c'est quelques packages qu'on utilise. Donc, je ne sais pas si une HCR verse, ça s'écrit comme ça, mais on essaie d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, encore une fois, c'est le travail de beaucoup de collègues, donc particulièrement Edouard. Il y a mon autre collègue qui fait du design, donc s'appelle Cédric aussi, qui a beaucoup contribué au paquet du HCR Style, qui est plein de templates Markdown, Chargad, et plein de styles ggplot2 qui correspondent à ça. Après, il y a des choses très spécifiques à des plateformes qu'on utilise. Donc, si on n'est pas dans le milieu de cette plateforme, c'est sûr que ces packages ne vont pas avoir trop de sens.
mais elles ont toutes en commun qu'elles permettent de tracer toutes nos analyses, de faire des choses vraiment de manière beaucoup plus reproductible, de manière beaucoup plus fiable. Et parfois, un gain de temps, par exemple, le package Coboloader fait faire de l'analyse exploratoire automatique. C'est vrai qu'il y a plein d'autres packages, mais celui-là, il est plus adapté à nos besoins parce qu'on utilise un outil de collecte qui s'appelle Kobo Toolbox. Et du coup, il te permet directement, à partir de ton questionnaire Kobo Toolbox, de faire un pré-plan d'analyse exploratoire. Et dès que tu collectes tes données, ben, du coup, ça mouline. Et donc, c'est pas mal fait. Après, pas mal de packages, c'est vraiment pour c'est vraiment faire des interfaces à travers les API des packages. Et là, je pense qu'on réinvente pas la roue, on se repose sur ce qui existe déjà. Je pense que OpenSci a fait un gros travail quand même de documentation sur comment faire des packages API. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à regarder un peu les bonnes approches pour développer ces packages. Donc voilà, c'est presque la fin de la présentation. Je vais juste faire un petit résumé rapide de ce que je voulais dire. C'est en gros, les organisations humanitaires réalisent de plus en plus que R est un outil qui permet de régler pas mal de problèmes qu'ils ont, et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, utiliser R demande quand même un investissement. Donc, ils comprennent que l'utiliser permet de promouvoir la productivité. C'est un peu un petit bénéfice qui vient avec R. Donc, on vient dans R pour peut-être d'autres choses et ensuite on réalise, ah, il y a R Markdown, je peux faire ça, ah, il y a ce truc, je peux faire ça, et on se rend compte qu'on commence à aller vers cet agenda de la productivité, qui est une très bonne chose, hein. C'est vraiment une bonne externalité positive quand on travaille avec R. Et l'idée de rendre les analyses transparentes et crédibles, c'est vraiment quelque chose d'assez important quand on est humanitaire. Donc, je pense que ça correspond vraiment aux valeurs que nous avons. Par contre, ça va quand même demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on ne vient pas voir un collègue qui a 15 ans d'expérience avec un logiciel et lui dire, bon, à partir de demain, tu utilises R. Il faut un investissement, déjà en argent, il faut une institutionnalisation, il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de partage aussi entre collègues, ceux qui sont un peu plus avancés que d'autres, partager les outils et essayer de pousser. Donc, et là, c'est un point, je pense qu'on est aussi à un tournant. Et encore une fois, je vais répéter, c'est vrai que cette présentation n'engage que moi, mais j'ai la chance vraiment d'être dans une des organisations qui pousse le plus et où on a des collègues vraiment qui sont très avancés. Beaucoup de collègues savent développer les packages, savent le faire, et ça, c'est une chance pour avoir fait d'autres agences. C'est pas quelque chose de commun. Et je pense que ça, c'est une très belle opportunité aussi pour pousser et essayer aussi, parce que c'est pas juste faire avancer l'agence avec laquelle je travaille, mais je pense au secteur humanitaire dans l'ensemble. Et je pense que là, il y a une belle fenêtre. En tout cas, on est dans une bonne période. Et avoir de la documentation comme on a actuellement, franchement, on ne peut pas estimer ce que ça fait. Moi, quand je vais sur le site, je sais pas, j'ai dit Drill, mais je pense que c'est Trial, et je vois l'approche propre et que je lis la documentation, c'est tellement bien fait que finalement, je me dis, si on avait beaucoup plus de choses comme ça, peut-être que ça à nous aussi en tant qu'humanitaire de contribuer, ça allait vraiment faciliter l'adoption par d'autres organisations qui ne sont pas forcément des gouvernements, mais au final, on se rend compte qu'une organisation humanitaire, elle fonctionne un peu aussi comme un mini-gouvernement, en tout cas dans la façon de faire les analyses. Et donc, du coup, on s'inspire beaucoup de ce que certains gouvernements font. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais parler pendant des heures de tout ça. Et je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe, Colin, Julien, tout le monde, pour cette super opportunité de parler de ce sujet vraiment qui me passionne. Et surtout devant vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà quand même beaucoup investi sur tous ces outils. Donc, très, très heureux d'être avec vous. Donc, merci. Merci, Julien. Et Colin. Merci à toi, Amadou, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?